Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du système respiratoire. Comme c'est le printemps, c'est la bonne saison pour parler de ça. Parce que non seulement il y a les allergies qui font rage, mais aussi tous les petits virus et les bactéries au niveau respiratoire. Alors, donc, premièrement, l'air rentre dans nos sinus. Les sinus sont tapissés de muqueuses qui servent à réchauffer l'air qu'on respire, mais aussi à filtrer l'air qu'on respire. Fait que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble les sinus, parce que souvent, on n'a pas une très bonne idée à quoi ça ressemble. Donc, les sinus, ce sont toutes les cavités qui sont ici. OK? Donc, il y a plusieurs sinus, puis comme vous voyez, ceux-là sont particulièrement problématiques parce qu'ils sont creux. Donc, ils sont plus difficiles à drainer parce qu'ils sont hors gravité. Donc, la meilleure façon de les drainer, c'est de se pencher la tête par en bas. OK? L'autre chose qu'il faut savoir sur les sinus, c'est que les sinus grandissent avec l'âge, OK? Donc, un bébé a beaucoup moins de cavités sinusales qu'un adulte. C'est pour ça que s'il y a de l'inflammation dans les sinus d'un bébé, ça vient vite très encombré, puis ça va vite se loger l'infection ailleurs parce qu'il y a moins de place. C'est Maintenant, l'autre raison aussi, bon, le crâne va se développer, mais c'est sûr que le conduit auditif, donc ce qu'on appelle la trompe d'Eustache chez le bébé, n'a pas la même orientation. Donc, chez l'adulte, elle est orientée un petit peu plus vers le bas, ce qui va permettre de se drainer beaucoup plus facilement. Puis chez le bébé, elle est beaucoup plus horizontale. Fait que ça veut dire que c'est pour ça que les bébés aussi font plus de titres parce que le liquide va rester pris là. OK? Donc, et c'est aussi pour ça, pour cette raison-là, qu'une infection respiratoire chez un bébé va dégénérer beaucoup plus rapidement que chez un adulte. C'est-à-dire que nous, on peut contenir un petit peu plus l'infection avant que ça descende dans les poumons. Un bébé, il y a moins de marge de manœuvre, il y a moins d'espace. OK, parce que c'est sûr que aussi quand il y a de l'infection au niveau des sinus, le système immunitaire, comme c'est des muqueuses, hein, très vascularisées, les muqueuses, donc le système immunitaire va tout de suite embarquer puis se mettre à réagir. OK? C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de ganglions du système lymphatique au niveau du cou pour atteindre les sinus rapidement, entre autres. Il y a d'autres raisons, mais pour l'instant, on va se contenter du système respiratoire. Donc l'air rentre dans le nez, dans les sinus, des fois dans la bouche aussi. Il y a des gens qui ont des adénoïdes et des muqueuses très inflammées et donc qui n'ont pas beaucoup de place pour la respiration nasale. Il y a d'autres gens qui vont avoir, donc il y a un os en arrière du nez hein, qui s'appelle le vomaire et qui fait la cloison nasale. Et donc, il y a des gens qui vont avoir des déviations aussi de la cloison nasale. Il y a des gens qui ont des os au niveau des cloisons nasales qui sont poreux parce qu'ils ont été abîmés, notamment les cocaïnomanes. Ça arrive souvent, qui ont des perforations au niveau des os nasaux. Donc, toutes les déviations et les petites perturbations au niveau des os, des sinus vont aussi entraîner une obstruction au niveau respiratoire. Fait que ça va faire des gens qui respirent plus par la bouche. Qu'est-ce que ça fait quand on respire par la bouche? Bien, évidemment, il y a moins, l'air va directement, en fait, dans la trachée, hein, qui est ici. On a des beaux petits cartilages, fait qu'on la sent super bien, notre trachée. OK? C'est pratique qu'elle soit à l'avant parce que ça sauve des vies, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça là, dans des situations d'urgence, des fois dans les films, là, qu'on plante un crayon ou quelque chose pour faire un trou quand les voies respiratoires supérieures sont obstruées. À ne pas essayer. Mais ça se fait, puis c'est pour ça aussi que c'est pratique que ça soit en avant, en fait. Donc, c'est assez facile à repérer. Donc, dans la trachée, les gens qui respirent par la bouche, donc l'air sera moins réchauffé et moins filtré et le système immunitaire aura moins de temps de faire sa job si jamais il y a des agents pathogènes dans l'air qu'on respire. Alors, l'air s'en va dans la trachée et après ça, il s'en va dans les poumons. OK? Dans les poumons, c'est là qu'il y a l'air qui rencontre le sang pour que le sang se charge en oxygène. Donc, quand on parle de sang oxygéné, on veut que la saturation en oxygène, ça c'est une partie du globule rouge, qui est la partie M qui transporte, qui se charge en oxygène pour aller partout dans la circulation sanguine, oxygéner les cellules de notre corps. Okay?
Donc, on veut que ça soit saturé à entre 100% idéalement et 90%. Plus bas que ça, là, on tombe en difficulté respiratoire. OK? Pour vous donner un exemple, le sang, donc, artériel, donc qui part du cœur dans la circulation, doit être saturé entre 190% et le sang veineux, donc qui revient au cœur et qui est déchargé d'oxygène, généralement une saturation autour de 73%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le sang, donc, qui est oxygéné par les poumons, OK, va retourner dans la cavité du cœur qui se trouve à gauche. OK? Fait que dans le cœur, on a 4 cavités. Donc, on a 2 oreillettes qui sont plus petites et 2 ventricules qui sont plus gros. Pourquoi ils sont plus gros? Parce qu'il faut qu'ils pompent plus fort le sang. Il y a un plus gros trajet à faire. Donc, la partie droite de notre cœur va recevoir le sang qui n'est plus oxygéné, donc ce qu'on appelle le sang veineux. OK? Il va pomper dans ce qu'on appelle la petite circulation. OK? Donc, dans les poumons, le sang va se remplir en oxygène, il va revenir dans la partie gauche du cœur, et là, la grande circulation, il va être pompé dans tout le corps pour aller oxygéner les tissus. Juste pour vous donner une idée, on a environ 300 millions d'alvéoles pulmonaires dans chaque poumon. Évidemment, on a 2 poumons, à peu près tout le monde sait ça. On a aussi des lobes pulmonaires. OK? Des lobes pulmonaires, ça veut dire que c'est comme des sacs, OK, qui sont séparés par des enveloppes faciales. Donc, à droite, on en a 3. Donc, on a un lobe qui est supérieur, c'est pas très gros, un lobe moyen, un lobe inférieur. À gauche, on en a seulement 2 parce que le cœur est légèrement dévié vers la gauche, donc va prendre un petit peu plus de place à gauche. Donc, à gauche, on a juste 2 lobes, supérieur et inférieur. Généralement, juste les gens qui font des pneumonies, ça va affecter surtout un lobe, puis souvent les lobes inférieurs. C'est une question de gravité. Des fois, c'est d'autres lobes qui sont affectés. Ce que ça va faire, c'est que vu qu'il y a une infection et vu qu'il y a de l'inflammation, on a une agression. Donc, l'inflammation, ça va créer de la rigidité, donc des micro-adhérences au niveau des tissus. Donc, ce lobe pulmonaire-là, même par la suite, va être sujet à se réinfecter plus facilement parce qu'il est moins mobile. Même chose pour les gens qui fument, là, c'est tout le poumon qui va être affecté, principalement les bronches, donc à cause des toxines qu'il y a dans le tabac, puis à cause de l'inflammation aussi qui est créée par l'agression, ben on va avoir des bronches plus rigides, puis éventuellement, c'est tout le poumon qui va se mettre à être plus rigide. Ça, c'est un processus qui est irréversible. OK? Même si on arrête de fumer, le poumon va toujours rester plus rigide. Après ça, il y a tous les contaminants environnementaux qui vont faire aussi la même chose. À peu près tout le monde a entendu parler ici au Québec. On a eu des gros problèmes avec l'amiantose, entre autres. Hein, donc, c'est les gens qui ont respiré les particules d'amiante et leurs poumons se sont rigidifiés. OK. Maintenant, si on parle des gens qui ont des problèmes de bronches, comme des bronchites chroniques ou des problèmes d'asthme, c'est-à-dire que les bronches font une petite constriction et que l'air passe moins facilement, donc il y a plus de résistance. C'est plus difficile de s'oxygéner à ce moment-là. Maintenant, quand on a des insuffisances cardiaques, par exemple, OK, on dit « Ah, la personne s'est ramassée avec de l'eau sur les poumons », c'est parce que le cœur n'est pas capable de faire son travail adéquatement, puis qu'il y a comme un refoulement, OK? C'est plate à dire, mais c'est comme un refoulement d'égout, hein? Quand ça fournit pas, donc ça draine pas correctement, on se ramasse avec une surcharge en haut et donc dans les poumons. Ça, c'est un signe d'insuffisance cardiaque. Après ça, il y a aussi des problèmes de valves qui peuvent arriver. Puis là, je sais que j'ai dit que je parlais du système respiratoire, mais il faut comprendre que le cœur et les poumons, c'est 2 systèmes qui sont super reliés ensemble. OK? Ils fonctionnent ensemble. Parce que le cœur, en fait, c'est la pompe du sang oxygéné, donc la pompe des poumons. OK? Un sans l'autre, ça ne marche pas. Donc, les problèmes de valves cardiaques vont aussi affecter la respiration parce qu'à ce moment-là, les cavités du cœur ne sont pas étanches. Fait encore une fois, il peut y avoir un problème de refoulement, puis il peut y avoir aussi un problème que, vu que
ça ne ferme pas adéquatement la valve, quand le cœur va pomper pour envoyer le sang dans la circulation du corps, ben ça va être moins efficace parce que à la place de s'en aller directement dans les artères, il va y avoir du sang qui va refluer dans l'oreillette, par exemple, si c'est un problème de cette valve-là. Donc, il y a des valves dans le cœur qui ferment toutes les cavités. Une autre valve importante dans le cœur, c'est ce qu'on appelle le septum transversal. Donc, il y a, en fait, il n'y a pas de valve normalement dans le septum transversal, OK? C'est la paroi qui sépare le côté droit et le côté gauche du cœur. Par contre, chez le bébé, avant qu'il naisse, idéalement, à la naissance, il faut que ça se ferme. Donc, il y a un trou entre ces deux cavités-là, tout simplement parce que le sang oxygéné chez le bébé passe directement dans le cordon ombilical. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une séparation entre sang oxygéné et sang non oxygéné dans le cœur. Donc, il y a une valve qui fait que les deux ventricules du cœur du bébé communiquent ensemble. Cette valve-là doit se fermer à la naissance pour que le sang oxygéné puisse passer dans les poumons et dans le cœur et dans la bonne cavité du cœur. Sinon, ça entraîne un problème et respiratoire et circulatoire, on l'a compris. L'autre chose que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que il y a une notion très importante au niveau des poumons. Les alvéoles pulmonaires tiennent ensemble, mais sont très perméables. Fait que c'est un peu comme si on avait une bulle qui va tenir ce qu'on a. Puis la bulle est constituée dans nos poumons de surfactants. OK? Donc le surfactant, c'est ça qui va créer une tension pour que l'alvéole pulmonaire reste ouverte. Et la sécrétion de surfactants, donc cette capacité-là du poumon à rester ouvert, les alvéoles pulmonaires, va arriver à maturité juste à partir de 32 semaines in utero. C'est pour ça que les grands prématurés, des fois, ont des problèmes pulmonaires. Et il y a des gens qui ont des problèmes de surfactants aussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça affaisse les poumons, en fait. Fait que c'est beaucoup plus difficile de venir ouvrir les poumons pour bien s'oxygéner. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur le système respiratoire. Bonne journée!